Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 16 juillet 2023. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette session d'information. Les populations de plusieurs villages de la commune rurale de Ouré-Dialadio, c'est dans le département de Saï, région de Tillabéri, vous le savez, ont été sommés depuis quelque temps par les groupes armés non étatiques de quitter leur village. Ainsi, plusieurs d'entre ces populations se sont retrouvées, notamment à Niamey pour certains. C'est le cas d'un groupe plutôt d'hommes et de femmes rencontrés par une de nos équipes au niveau du quartier Niamey 2000 de Niamey, le point de leur situation avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissatou Yahaya. C'est pour trouver refuge face aux violences des éléments présumés des groupes armés non étatiques dans les villages environnants de la commune de Ouro-Dialadio, dans le département de Saï, région de Tillabéri, que ces personnes ont quitté leur domicile. Ils sont au nombre de 166 personnes, dont 84 enfants et adolescents, 54 femmes et 28 hommes, repartis dans 32 ménages à squatter la maison de 400 mètres carrés de ce monsieur qui a bien voulu les accueillir à Niamey. Nous avons eu peur, c'est pourquoi nous avons quitté nos villages. Ces groupes armés non étatiques ont menacé de nous tuer et pour sauver nos vies, nous avons décidé de fuir pour trouver refuge à Niamey, chez ce monsieur qui a bien voulu nous accueillir. Nous avons été contraints de quitter nos maisons. C'est des gens qui sont plus forts que nous qui nous ont chassés. Nos conditions de vie ne sont plus les mêmes depuis que nous sommes ici. Nous sommes plus de 100 personnes dans cette maison. Même pour aller aux toilettes, c'est des problèmes. C'est pourquoi ils appellent à l'aide des autorités pour trouver des solutions à cette nouvelle condition de vie précaire à laquelle ils sont exposés. Ce que nous attendons de l'État, c'est de nous trouver des sites avec des latrines pour nous soulager avant que nous ne regagnions nos villages. Ce que nous attendons de l'État, c'est de nous trouver un toit le temps que la paix revienne chez nous. Vous voyez, c'est pas facile nos conditions de vie. Nous sommes tous ensemble, nous les hommes sommes obligés de rester dehors ou dans les mosquées pour laisser un peu de place aux enfants et aux femmes. Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA sur la situation à Ouro-Dialadio, ce sont plus de 10 000 personnes déplacées qui ont été contraintes de quitter leur village au cours de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. 290 fourrages ruraux dans les régions de Dosso, Maradi, Tawa, Tillabéri et Zender, c'est l'objectif d'une organisation non gouvernementale dénommée Al-Bourak Charity et le centre Roi Salman. Le lancement officiel du fonçage de ces fourrages donc, a eu lieu ce matin au niveau du village de Guessé. C'est dans la commune rurale de Simiri, département de Oualam, région de Tillabéri, et le lancement a été présidé par le président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou. Nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. L'eau, c'est la vie, dit que c'est une sagesse. Et c'est consciente de cela que la population de Guessé, dans la commune rurale de Simiri, se mobilise par la présente cérémonie pour donner un cachet particulier à cet événement. Un événement qui marque le lancement officiel du projet Choko El Her au Niger, porté par l'ONG Al-Bourak Charity sur le financement du centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires. Un lancement de ce projet visant le fonçage de 290 forages à travers 5 régions du pays qui est parrainé par le président de l'Assemblée nationale. Plusieurs allocutions ont marqué le lancement du projet, dont entre autres celles des autorités administratives et politiques au titre de la localité haute qui ont unanimement salué sa noblesse.
Pour sa part, le diplomate saoudien au Niger a souligné que Soka Al-Her dénote de l'intérêt qu'accorde son pays pour le bien-être des populations nigériennes. وانطلاقا من هذه الآية الكريمة التي تؤكد على أهمية الماء في حياة الإنسان يشرفني أن أقوم هذا اليوم الأحد 16 من يوليو 2023. Allah le Très-Haut dit dans son livre saint, et de l'eau nous avons tiré toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Se fondant sur ce noble verset qui souligne l'importance de l'eau de la vie humaine, j'ai l'honneur de procéder ce dimanche 16 juillet 2023 au lancement du projet Souqya Al-Khair pour les travaux de réalisation de 290 forages au Niger, financés par le serviteur des 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, à travers le centre roi Salman de secours et des actions humanitaires. Cette réalisation est un prolongement du rôle humanitaire du royaume et de sa mission mondiale consistant à venir en aide aux populations nécessiteuses du monde entier. Ce qui dénote de l'intérêt du royaume d'Arabie Saoudite pour les populations et les pays amis et frères, dont le Niger. Procédant au lancement officiel du projet Souk Al-Her au Niger, le ministre du Développement communautaire et de l'aménagement du territoire a rassuré l'assistance du soutien sans faille du gouvernement dans l'atteinte des objectifs à lui assignés. Je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir la réussite de ce noble projet et l'atteinte de ces objectifs qui sont assignés. C'est pourquoi je vais encore ici demander à l'ONG de mise en œuvre, l'ONG El Bourak Charity, donc responsable de la mise en œuvre de ce projet, de le conduire à terme conformément aux engagements souscrits. Je vais également demander aux autorités et services techniques locaux des zones d'intervention du projet d'accompagner le processus de mise en œuvre et de veiller à l'atteinte des résultats du projet. Quant au premier responsable de l'ONG El Bourak Charity en charge de l'exécution de cet important projet, il n'a pas manqué de faire une présentation sommaire de son organisation tout en émettant le vœu de voir les populations bénéficier pleinement de ces ouvrages. L'ONG El Bourak, ça fait 5 ans, il intervient dans les différents domaines, y compris éducation, wash, santé, secours, sécurité alimentaire, avec ses bailleurs internationaux, ses partenaires internationaux. Les premiers partenaires, les principaux actuellement, c'est le centre du roi Salman pour l'action, pour les services et actions humanitaires. Je devrais remercier l'accompagnement des autorités, notamment notre ministre tutelle, le ministre de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et les autorités municipales, y compris maire de Samiri, préfet du département de Walem. Donc, et on souhaite que cette coordination, ce partenariat va continuer, va renforcer. Et je sais encore population même bénéficie bien. Une visite guidée de l'ouvrage hydraulique par les officiels a marqué le temps fort de cette cérémonie de lancement du projet Souk Al-Her au Niger à travers le village de Guéché. Un village dont le centre de santé intégré a par la même occasion bénéficié d'une donation en compléments alimentaires et consommables médicaux des mains du président de l'Assemblée nationale par le biais de son directeur de cabinet. Tout autre chose à présent avec les assises du conseil régional du parti ANDP Zamalahia de Niamey. L'ANDP Zamalahia, c'est l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès. Les assises qui se sont tenues donc ce matin au niveau de la maison des jeunes et de la culture Yado Sekou de Niamey, en présence notamment du président du parti et de plusieurs militants de la région de Niamey. Le résumé de cette activité avec nos reporters Chebou Guisso et Boubacar Ibrahim. Passer l'éponge sur les divergences passées, communier les idéaux du parti et asseoir une base sur l'effet de redonner au parti sa grandeur d'antan, c'est l'objectif affiché par les cadres régionaux de Niamey de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamalahia à travers la convocation de cette session extraordinaire. Après une motion de félicitations et de remerciements au président du parti pour sa persévérance à maintenir la cohésion, le Conseil a pris des décisions en conséquence. Considérant les mauvais résultats du parti au cours des élections générales passées, considérant les difficultés inhérentes au processus de sélection
des dossiers de candidature au cours des élections générales passées, considérant les différents défis auxquels le parti sera confronté au cours des prochaines séances électorales, engage les militants et les différentes structures à se mettre en ordre de bataille pour préparer les futures élections générales, afin de rétablir la grandeur de notre cher parti, l'ANDP Zamalahia. L'assise extraordinaire est aussi assortie de 2 recommandations. Résolution numéro 1 sur la réconciliation. Considérant la main tendue de son Excellence Hassan Moussa Barazé à tous les militants du parti qui ont arrêté de participer aux activités du parti. Considérant que l'ANDP Zamalahia est un parti de paix et de consensus. Considérant que l'ANDP Zamalahia a besoin de tous ses militants pour être encore plus grand, demande aux militants à tous les niveaux de prôner la réconciliation en créant les conditions d'un retour des militants qui ne participent pas aux activités du parti. Résolution numéro 2 sur la redynamisation des structures du parti. Considérant la léthargie dans laquelle végètent les différentes structures du parti, considérant la démission de certains militants après la mise en place de toutes les structures de la région de Niamey, considérant la nécessité d'intensifier l'animation politique pour élargir la base du parti, considérant l'adhésion de nouveaux militants, exhorte les différentes structures du parti au niveau régional de Niamey à procéder à une redynamisation des structures. Ainsi, rappelons enfin que cette session extraordinaire du Conseil régional de l'ANDP Zamalahia de Niamey a été saisie pour souhaiter la bienvenue dans le parti à de nouveaux adhérents. Du sport cette fois-ci, avec d'abord cette assemblée générale du comité olympique et sportif nigérien, le COSNI, c'est l'instance, donc la fêtière de toutes les fédérations sportives de notre pays. Une assemblée générale dont l'ouverture a été présidée par la responsable du sport de haut niveau, au niveau du ministère en charge des sports. Au niveau, l'Assemblée générale donc, qui s'est tenue au niveau du complexe Issaka Daboré, en présence notamment des représentants des différentes fédérations sportives de notre pays. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Répondre à une des exigences du règlement intérieur de leur organisation, voilà pourquoi le comité olympique et sportif du Niger, COSNI, organise une session ordinaire à travers cette assemblée générale. C'est en présence de toutes les fédérations membres du comité que le vice-président de COSNI a rappelé l'importance du sport. Le fait qu'on est en train d'arriver à quelque chose d'important, comme je l'ai dit, c'est important pour le sport nigérien, mais c'est surtout important pour la jeunesse nigérienne. Parce que c'est un credo, le sport, c'est une des voies les plus importantes aujourd'hui pour la jeunesse sur le plan mondial. C'est un credo d'épanouissement, c'est un credo de réalisation d'une vie entière. Donc, nous n'avons pas le droit aussi en tant que responsables de faillir. Si on nous ouvre de telles portes, il faut que nous soyons responsables. Donc il faut par conséquent raffermir nos cadres de travail. Nous, fédérations sportives, il faut que nous soyons sérieux dans nos organisations, dans notre gouvernance et dans notre vie de tous les jours. La représentante du ministère de la Jeunesse et du Sport a invité les fédérations de privilégier le dialogue en cas de discorde. Au nom du ministre de la Jeunesse et du Sport empêché, il m'a tenu de vous dire qu'il vous encourage et vous félicite pour les efforts que vous ne cessez d'apporter au mouvement sportif en général et aux fédérations sportives nationales. Je m'en vais aussi aller dans le même sens du président du bureau exécutif national pour attirer l'attention des fédérations sportives que nous sommes dans un processus de bénévolat. Et au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, quand les fédérations sportives vont mal, c'est que le ministère va très mal. Plusieurs questions dans le but de développer le sport au Niger vont être discutées au cours de ces assises d'une journée.
Sport encore, du football cette fois-ci avec les tournois de grandes vacances qui s'enchaînent, dont les lancements plutôt s'enchaînent. C'est la période, vous le savez, celui du quartier Kwarategi, c'est dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, a été lancé cet après-midi. Là-bas, 16 équipes sont en liste pour le trophée. Le résumé du lancement avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumoudi. Le coup d'envoi de la 2e édition du tournoi de grandes vacances du quartier Kwarategi est ainsi lancé. Ce tournoi initié par des jeunes vise à permettre à cette frange importante de la population du quartier à se jauger sur le plan footballistique pendant ces vacances. Nous avons jugé utile de nous engager aux côtés de nos camarades pour pouvoir les accompagner dans le cadre sportif pour qu'au moins les vacances puissent se tenir dans les bonnes conditions partout comme ça se passe. Donc cette année, vraiment Dieu merci, nous avons débuté avec 16 équipes, malgré il y a des équipes que nous avons mis en attente pour éviter des malententes, de créer les conditions pour que le fair play soit au rendez-vous. Parce que notre objectif c'est quoi? C'est de créer les conditions pour que nos camarades qui ont des talents, de créer les conditions pour que demain ou après-demain, le monde entier soit informé qu'il y a à Kwarategi il y a des talents. C'est vrai, dans le monde entier, quand on parle de Kwarategi, les gens disaient que nous sommes des barreaux, nous sommes des délinquants. Or que voilà, aujourd'hui, Kwarategi participe à toutes les activités du monde entier. Et c'est ce qui nous a motivés, nous, les comités d'organisation, de nous décarcasser, malgré les multiples difficultés. Quand même, nous avons approché les aînés du quartier, les concernés du quartier, qui nous ont accompagnés jusqu'à pouvoir faire ce lancement dans les bonnes conditions. Pour le parrain du TGV, ce tournoi qui rend hommage à un défunt attaquant du quartier et aussi un cadre de cohésion. Ce parrainage, nous l'avons placé aussi en hommage, si vous voulez, à un ami d'enfance du nom de Boukari Ado qui nous a quittés il y a 2 ans de cela, que son âme repose en paix. Donc nous avons aussi décidé de dédier ce tournoi à son nom parce que c'était déjà un des grands attaquants du quartier depuis notre enfance et jusqu'à son décès. Et troisièmement, parce que aussi quelque part, il faut essayer de créer des cadres de retrouvailles entre jeunes pour la cohésion sociale au sein du quartier, pour une certaine union des jeunes autour au moins d'une certaine passion qui puisse rassembler les gens, pour que les gens se retrouvent, se reconnaissent, se s'allient, se rassemblent. Le responsable du CSA Kwarategi et le chef du quartier ont tous prodigué des conseils à l'endroit des jeunes qui participent à ce tournoi, dont la finale est prévue le 20 août prochain. Voilà, nous sommes dimanche, nous recevons un invité sur ce plateau comme tous les dimanches. Aujourd'hui, il s'agit du secrétaire à la communication de mouvement politique indépendant dénommé Tous pour la République, TPLR Al-Kibla. Il s'agit de M. Nassirou Bodo. M. Nassirou, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'accepter de venir sur ce plateau, parler de cette actualité en lien avec les formations politiques, puisque vous êtes un mouvement politique, à savoir le comité mis en place par le chef du gouvernement récemment pour réfléchir et toiletter, on va dire, les textes électoraux, notamment le code électoral. On va parler de cela puisque au niveau de votre mouvement, le mouvement Tous pour la République, TPLR, donc Al-Kibla, il y a eu une réaction, on va dire il y a eu des réactions au niveau des différentes formations politiques par rapport à cette révision de ces textes électoraux. On va entendre ce que vous, votre mouvement, vous en pensez. Mais avant, je vous propose de revenir sur les réactions que la télévision Labari justement a recueillies auprès de certaines formations politiques par rapport à ces projets de révision de ces textes électoraux. C'est dans ce commentaire signé Ismaël Moumouni. On suit cela et puis on revient tout de suite à vous. Inch'Allah. Mettre de l'ordre au sein des formations politiques, telle est la vision du gouvernement à travers la mise en place d'un comité qui a procédé à la révision de plusieurs textes, dont entre autres la charte des partis politiques. Mais le point culminant de ce projet, où les formations politiques demeurent, le versement de la caution pour participer au scrutin. Pour le financement, on vous dit la caution, vous avez 200 millions pour les présidentielles, vous avez pour les députés 650 millions, vous avez pour la commune 532 millions, pour les départements 72 millions et pour les régions vous avez 16 millions. Ce qui vous donne par parti politique, si vous voulez participer à toutes les élections
Je dis bien à toutes les élections. C'est-à-dire que vous voulez être candidat à toutes les mairies, vous voulez être candidat au département, vous voulez être candidat aux régions, vous voulez être candidat au présidentiel, vous voulez être candidat dans toutes les régions à la députation, y compris les circonscriptions spéciales, vous allez débourser 1,470 milliard. Et maintenant, même dans leur fonds de financement des partis politiques, ils disent qu'ils vont financer ceux qui vont verser les 200 millions, on va les donner de l'argent. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas donné de l'argent public à des gens. Les gens veulent être candidats, ils n'ont qu'à être candidats dans leur poche. On n'a pas à prendre de l'argent public pour les donner. On ne donnera rien à personne. Ce qu'il faut faire, on laisse les 25 millions, on applique la charte des partis politiques. Comme ça, on va résoudre le problème des partis politiques. Voilà la solution. Merci beaucoup. À l'unanimité, les partis politiques trouvent cette caution élevée. Néanmoins, de l'ensemble, ils apprécient l'initiative des autorités qui permettent de corriger des lacunes. C'est 4 textes. Et sur les 4 textes, il y a eu dans chacun des secteurs des innovations, des nouvelles propositions qui ont été faites. Celle d'augmenter les frais de campagne, la participation des frais de campagne ou la caution, ce n'est qu'une des propositions. Il y a plusieurs autres propositions qui ont été faites. Elles restent des propositions. Dire en gros, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a que des propositions, il n'y a qu'un débat qui est ouvert. Et pour revenir à ce débat, pour moi, ce débat devait être posé. Ce débat doit être posé. La question de savoir qui finance nos partis politiques, c'est important de le savoir. Nous sommes 173 partis politiques reconnus au Niger. 173 partis reconnus. Si vous leur imposez 200 millions pour faire acte de candidature au présidentiel, vous êtes certain que vous disqualifiez la plupart d'entre eux. Parce que pour avoir 200 millions qui ne seront pas remboursables, oui, ne seront pas remboursables, et avoir les frais de campagne, ce n'est pas une petite affaire. Les 173 partis politiques vont examiner minutieusement ces propositions afin de trouver la bonne formule permettant une course équitable à la conquête du pouvoir. Une fois les corrections apportées, ces textes vont être soumis au Parlement pour appréciation. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour parler de ce sujet avec notre invité. Comme je le disais, c'est M. Nassirou Bolo, il est le secrétaire à la communication du mouvement politique indépendant Tous pour la République, TPLR Al-Kibla. Avant peut-être, Nassirou, de parler de cette actualité, certainement que beaucoup de nos téléspectateurs voudront savoir un peu sur votre mouvement, ce mouvement politique indépendant, Tous pour la République, TPLR. En fait, quel est son idéal, quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs, et puis depuis quand est-ce qu'il existe finalement? Oui, merci pour cette occasion que vous nous offrez, déjà d'être sur votre plateau. Et le mouvement politique indépendant Tous pour la République est une jeune formation politique. Et sa date de création, ça date de 2019. Et parce qu'on s'est réunis entre jeunes, on s'était dit, écoutez, puisqu'il y avait, je me rappelle, la veille d'une réunion du CNDP, où les gens, vous savez, généralement, l'élite politique, c'est quand il y a des intérêts à partager entre ces acteurs que les gens décident peut-être de dialoguer pour aplanir les tensions. Donc nous, on s'était dit non, on va essayer de construire une nouvelle orientation politique qui ne va pas, en tout cas, s'encombrer de si vous voulez, de tous ces commerces politiques-là que les gens ont institutionnalisés et qui finalement coûtent trop cher, si vous voulez, aux populations nigériennes même en termes de finances, puisque c'est quand même les citoyens qui financent aussi certains les partis politiques à travers les impôts. Donc l'idéal que nous poursuivons, c'est vraiment de construire et avec l'ensemble des Nigériens épris de paix et de justice une nouvelle orientation politique. Parce que vous savez, depuis ça fait plus de 30 ans, nous sommes en démocratie, nous avons la même classe politique. C'est une question de génération, c'est une question générationnelle. Donc nous sommes
sommes dit, si aujourd'hui, et même qui sont les acteurs de la scène politique depuis la conférence nationale à nos jours, et même font des constats de leur propre échec, il n'y a pas de raison que nous, en tant que nouvelle génération, nous partions, en tout cas, nous abréver pour ne pas porter leur ADN. Il n'est pas dit forcément qu'ils sont tous mauvais, mais le problème est systémique. Et même quand vous discutez avec eux, ils reconnaissent qu'il y a vraiment des problèmes liés au système qu'eux-mêmes ont instauré et par rapport auxquels ils ne peuvent plus s'en sortir. Et même ils ont créé ce système et le système les a engloutis. Les gens viennent dans le système avec leurs bonnes intentions, leurs idéaux et tout, mais malheureusement les systèmes les ligotent, quoi. Ils ne peuvent plus, en tout cas, aller vers les idéaux qu'ils ont promis. Ok, donc vous dites l'idéal, c'est une nouvelle orientation politique. Mais c'est dans quel aspect de la vie, dans la gestion, dans la gouvernance, ou dans quoi est-ce que vous voulez apporter ce changement? Concrètement, c'est dans la gouvernance. Parce que vous savez, et comme le nom l'indique, tous pour la République, vous savez, la République, le pivot essentiel de la République, c'est l'égalité. Et quand vous prenez l'égalité, pour la construire, pour la bâtir, parce que c'est une question de justice, pour la bâtir, il faut forcément qu'il y ait une gouvernance qui se soucie de la justice, qui se soucie de la liberté, mais aussi qui se soucie surtout de la substance que doivent contenir tous ces idéaux-là, les idéaux de justice, de liberté et tout ce qui va avec. Donc pour donner ce contenu, cette substance à ces idéaux, il faut forcément qu'il y ait une gouvernance qui se soucie essentiellement des besoins et des attentes des populations. Parce que vous voyez, notre politique aujourd'hui, là où il y a tel besoin, les gens ils font d'autres choses, alors que moi je me dis, et le mouvement avec moi, puisque je suis là pour parler du mouvement, et le mouvement s'est dit que non, c'est que les gens pensent, ce n'est même pas ça en réalité. Les populations nigériennes sont des populations tellement, en tout cas généreuses, parce qu'elles ne sont pas si exigeantes. Et l'élite politique a pour rôle, si vous voulez, de construire un développement qui prend forcément et essentiellement en charge les attentes, les besoins notamment surtout sociaux, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'accès à l'énergie, à l'eau potable et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous constaterez avec moi qu'en termes de richesse, dont Dieu a béni le Niger, nous sommes un pays quand même que certains disent que nous sommes même un scandale géologique en termes de richesse, mais finalement nous sommes un pays aussi qui est à la traîne sur l'indice de développement humain. Et pour vous résumez tout cela, vous pensez que tout cela est dû à ceux qui ont jusqu'ici dirigé le pays dans leur façon de faire? C'est dans leur façon de faire, parce que en fait les échecs ne peuvent pas venir d'ailleurs. Quand il y a quelques exploits à s'allier, les gens trouvent la paternité. Ils se prévalent de ces exploits, non? Mais pourquoi quand il y a des échecs, les gens vont dire que non, c'est la mentalité des populations, mais c'est faux. Ok, alors vous, qu'est-ce que vous proposez pour cela, pour que justement cela change? Nous, ce que nous proposons déjà, c'est vraiment la rupture. La rupture d'abord, c'est-à-dire que nous devons forcément construire un nouveau système, une nouvelle alternative à ce qui est en cours. Parce qu'on ne peut pas, et même ils savent qu'ils sont dos au mur. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont tous les leviers de l'État, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire du tout parce qu'ils ont construit un système, comme je l'ai dit, qui a fini par les emprisonner. Un système dans lequel ils ont développé de l'égoïsme, dans lequel ils ont développé de la corruption, du népotisme dégueulasse, et beaucoup d'autres tas qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous causez avec eux en off, ils vont vous dire franchement c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent plus rien faire et ils le disent en off, mais l'orgueil ou si vous voulez la suffisance politique fait en sorte que dans les débats publics, ils refusent de les reconnaître. Je vais qu'on soit beaucoup plus pratique. Si on prend par exemple sur les questions, comme vous l'avez dit, des besoins sociaux, si on prend l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, qu'est-ce que par exemple vous proposez de différent de ce qui est en train de se passer? Oui, c'est que en fait, et ils n'ont même pas de proposition. Je vais m'expliquer. Parce que pour nous, l'éducation, par exemple, dans sa conception initiale, c'était pour c'est-à-dire c'était pour former des intermédiaires de l'administration coloniale, des interprètes si vous voulez. Alors que là, nous sommes dans un monde du 21e siècle où même ne serait-ce que les questions de nouvelles technologies de informatique et tout ce qui va avec font que
on ne peut plus même continuer avec cette école-là. Et si vous remarquez, leur proposition, c'est quoi? C'est tantôt nous avons construit des classes, tantôt nous avons fait ceci, tantôt nous avons recruté des contracteurs, alors qu'essentiellement, il s'agit du contenu. Non, il s'agit du contenu, parce que vous voyez comme nous sommes aujourd'hui les produits de cette école. Aujourd'hui, vous prenez, on produit plus des gens qui, au sortir même de l'école, ne peuvent pas faire quelque chose concrètement. Il faut que d'abord, s'ils rentrent dans l'administration, qu'on les forme encore une année. Alors que si vous prenez à côté, il y a un système anglo-saxon qui est là, qui s'est développé, qui part de façon pratique. Mais actuellement, même ici, actuellement, il y a des programmes de formation professionnelle qui sont de plus en plus développés. Mais il faut reconnaître qu'il y a de la pagaille. De la pagaille, parce qu'aujourd'hui, le monde des instituts professionnels et tout, et même le reconnaissent qu'il y a eu du laisser-aller. Et maintenant, si vous prenez l'essentiel de ceux qui tournent vers là-bas, c'est pour éviter quoi? C'est pour transférer leurs bourses, pour éviter que le système universitaire qui est déjà grippé ne puisse leur faire perdre les bourses à terme. Et on sait comment ça se passe. Donc en gros, pour vous, sur l'éducation, il faut changer les curricula, il faut changer les façons. Il faut tout revoir, parce que nous sommes dans un nouveau monde. Ce n'est pas le monde ancien. Vous ne pouvez pas faire face au monde ancien avec un système qui est caduque. C'est un système qui est dépassé. Et même ils les reconnaissent aujourd'hui, et les gens partent trop vite en besogne. Vous savez, pour moi, c'est une question d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est quoi l'essentiel? Vous prenez dans le domaine même professionnel, mécanique, de la technique et tout, mais aujourd'hui, c'est des gens des pays côtiers qui viennent prendre le marché de l'emploi au Niger. Mais pourquoi? Parce que quelque part, les gens ils se disent que non, l'école doit juste former des gens qui savent bien parler le français, qui savent bien faire le débat politique, et puis ça s'arrête là. Et à côté, on a aussi donné une place à la politique. Une place qui n'est pas la sienne. La politique, ce n'est pas un commerce. Les gens en ont fait un métier. Et finalement, ça va dans tous les sens. On trouvera d'autres occasions vraiment pour vous permettre de mieux expliquer votre projet de société, pour changer tout cela. Le projet est même en cours, c'est pas encore... D'accord, on trouvera certainement. Alors, puisqu'on parle de la formation politique TPLR Al-Kibla, aujourd'hui, quel est, on va dire, en termes de présence sur le territoire, quel est votre niveau, on va dire, d'implantation au niveau du territoire pour que justement telles idées puissent être partagées? Bon, j'ai fait une petite mise au point parce que nous étions aux élections passées en tant qu'indépendants. Oui, ça me permet en même temps de vous demander aujourd'hui quelle est la position de cette formation politique. Est-ce que vous faites plus partie des partis de l'opposition, de ceux non alignés, ou encore vous êtes de la mouvance? Non, nous sommes des principes opposés à la façon de gouverner ces pays. Et notre offre s'oppose à l'offre ancienne qui est partagée par la classe politique sortie de la conférence. Il y a d'autres jeunes partis politiques comme nous, mais en tout cas nous avons fait le choix de nous frayer un chemin et de nous éloigner de tout ce qui est corruption, parce que finalement c'est de la corruption. Quand vous créez une opposition à qui vous faites des salaires et tout, nous estimons que c'est vraiment de la corruption. Les gens, c'est des opinions, hein, ça c'est des opinions propres. Mais maintenant, nous, en tant que mouvement, la proposition c'est quoi? C'est vraiment de construire, comme je l'ai dit, une nouvelle alternative politique, une nouvelle orientation qui prend essentiellement, et si vous voulez exclusivement, les questions d'intérêt de nos populations. D'accord, on a entendu cela, on parlait de votre positionnement. Vous êtes à l'opposition, à la majorité, on est non affilié, puisque c'est... Bon, nous on a des problèmes avec ces schémas-là. Nous on dit qu'on est vraiment des opposants. Des opposants maintenant à quoi? À l'offre politique jusque-là connue. Celle de l'opposition ou de la majorité? Elle est partagée. Tous ces partis que vous voyez, que ce soit de l'opposition actuelle et de la majorité actuelle, c'est des gens qui ont copiné. C'est des gens qui ont... Et vous allez vous-même remarquer que dans la proposition, en termes d'offres, tout se joue dans les alliances et des partages de postes. Mais dans le fond, concrètement, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et c'est peut-être ça l'objet de cette invitation. On a vu, puisqu'il y a ce comité qui a été mis en place pour réviser les textes électoraux, notamment la charte des partis politiques, le code électoral. Et vous avez suivi tout de suite la réaction du parti PJD Hakika, de Maman Hamissou et du PNDS-Taraya à travers le député Kala Moutari sur ces propositions de révision de ces textes électoraux. Alors, comment vous avez, puisqu'on est quand même à ce stade de proposition, ce n'est pas quelque chose qui est acté, qui est validé, comment vous appréhendez cela? C'est pas
quelque chose de mal quand même qu'on soit là à réviser les textes qui régissent le fonctionnement des partis politiques et des élections de façon générale. C'est le générale. contenu de la modification qui est vu en tout cas par nous autres comme un mal. Parce que vous savez, essentiellement ce qui fait polémique, c'est la caution. Oui, la caution pour aller à la présidentielle, disons, aux différentes élections. Oui. Il n'y a jamais de mal à vouloir réformer. Mais qu'est-ce qu'il faut réformer? Et quelle est l'ambition de la réforme? Nous sommes quand même dans une ambition d'être une démocratie. Et en tant que démocratie, on l'est, non? On l'est encore. Non, c'est une ambition. Les gens ils ont carrément abîmé la démocratie. On est encore au stade du chantier. Et ça tâtonne. Ça, personne ne peut le nier. Déjà, même avoir ces genres de réflexion comme quoi privatiser, si vous voulez, parce que c'est une espèce de privatisation. Ah oui, vous trouvez? Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Des fortes cautions pour aller à des élections? À des élections au niveau... Parce que ça, c'est comme si vous payez pour aller servir. Parce que tout part de la conception même de la politique. Mais en même temps, ce qu'on dit, c'est que c'est ces frais électoraux qui servent justement à l'organisation. Vous savez, il est coûteux l'organisation des élections sur un pays comme le Niger. Oui, mais vous prenez tout, l'essentiel de ce que va constituer la caution, ça ne fera pas une élection au Niger. On connaît les montants des élections et les élections, on les fait pour sortir des dirigeants crédibles et légitimes pouvant travailler pour le pays. Donc c'est toujours le pays qui paye, c'est toujours le trésor qui paye. Ce n'est pas à un groupe d'individus de décider de qui est digne ou indigne d'être dirigeant d'une mairie ou être parlementaire ou même être président de la République. C'est comme cela que vous percevez? Oui, nous sommes totalement contre parce que on aurait pu comprendre ces personnes et ces propositions si elles étaient allées dans le sens de poser des critères éthiques. Mais là, c'est juste l'argent qu'on met en avant. Et ça dit tout sur leur conception corrompue, comme je l'ai dit, de la politique. La politique, si vous voulez, nous, en tout cas selon notre appréhension et même selon la définition de la politique, elle n'est pas faite pour aller s'enrichir. Mais aujourd'hui, si vous prenez même l'opportunité de ces réformes-là, elles sont venues à quel moment? Elles sont venues à un moment où un clan s'est arrogé du pouvoir, ça fait bientôt plus de 10 ans. Ils se sont fortement enrichis. Et maintenant, c'est à ce moment ils ont passé. Mais ils sont venus au pouvoir par des élections. Oui, par des élections dont les cautions. Oui. Non, mais bon, la dernière élection, on ne va pas refaire ces débats. Bien sûr, mais quand même, c'est des élections. Quand vous dites qu'ils se sont arrangés. Il y a élection et élection. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que les conditions des élections sont aussi contestables. Bien sûr, bien sûr. D'un point de vue politique. Donc, vous voyez, et pour nous, toute la question est là. On ne peut pas vouloir privatiser la démocratie. La démocratie, c'est une affaire du grand public. Et pour que l'essentiel ici, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de vraiment faire des élections qui puissent doter le pays de dirigeants crédibles et légitimes, qui ont un certain idéal pour le pays. Mais si vous dites que non, désormais, plus personne ne peut être candidat tant qu'il n'a pas telle somme. Là, vous nous ramenez dans une espèce de situation que d'autres pays avaient connue, comme la France, les histoires de clergé, de bourgeoisie. Mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez de quand même ces 173 formations politiques légalement reconnues qu'il y a au Niger et qui, pour la majorité, ne participent pratiquement pas à des élections? La majorité, si on prend les 173, peut-être que c'est seulement la 61. Si les formations-là ne participent pas, mais en quoi ça gêne les Oui, mais une formation politique n'est pas créée juste pour que... Oui, mais dans la charte actuelle, avant même qu'on aille aux modifications, dans la charte actuelle, il y a des dispositions dans lesquelles on peut dissoudre un parti, on peut suspendre un parti. Et ces partis-là, qui les créent? Ce sont les mêmes gens qui, aujourd'hui, ont des fortunes. Ils ont pensé que c'était une stratégie politique de créer des partis satellites. Et maintenant, eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans un désordre que maintenant, ils ne peuvent pas gérer. Mais moi, ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est quoi? C'est de venir vraiment aux fondamentaux de la politique et même de la démocratie. Parce que, pour nous, la politique, comme je l'ai dit, c'est aller servir. On ne peut pas payer pour aller servir. Même les autres cautions, on peut même estimer qu'elles-mêmes étaient déjà un peu élevées. Mais vous avez pris part aux dernières élections? Oui, on a été aux élections locales et législatives. Et en tant qu'indépendant, parce que pour les indépendants, il faut déjà des signatures de parrainage. On a pu les avoir. Et moi, je serais peut-être personnellement plus favorable à des réformes comme ça qui vont obliger les citoyens ou les prétendants
à la gouvernance, à aller vers les populations pour chercher leur crédit, plutôt que de dire non, si tu n'as pas tel nombre de millions, tu ne peux pas être candidat. Déjà, aujourd'hui, si moi si je tiens vraiment à être candidat aux législatives ou aux présidentielles, donc les gens, parce que je n'ai pas l'argent, les gens m'obligent à aller chercher de l'argent où? Au niveau du parti, les militants peuvent cotiser. Il faut qu'on soit réaliste. Oui, les militants cotisent. Il faut qu'on soit réaliste. Nous avons une élite qui est égoïste. Il faut tenir compte déjà de la conscience politique, du niveau de conscience politique de nos populations. Beaucoup de fois, je l'ai dit, les gens, surtout ceux qui sont allés à l'école, qui pensent comprendre certains enjeux, ils pensent que les populations, toute la faute est sur les populations. Nous avons été chanceux, nous sommes allés à l'école, les gens sont à des postes. Il faut travailler pour amener notre population, pour élever le niveau de conscience politique de notre population. Et ça passe par l'instruction. Et l'école même ressemble à quoi aujourd'hui? Et c'est aussi une des fonctions des partis politiques aussi. Une des fonctions des partis politiques. Oui, on est tous d'accord, mais ils ne les font pas. Au lieu de le faire, les gens pensent qu'il faut maintenant mettre de l'argent en avant. Si vous mettez l'argent en avant pour faire de la politique, c'est que vous aurez des trafiquants de drogue qui vont financer. Il y aura des trafiquants d'armes qui vont financer et ça va s'aggraver parce que les choses ne peuvent pas changer tant qu'il y a des lobbies financiers derrière et de qui dépendent l'essentiel des acteurs qui sont censés conduire, piloter les politiques publiques. Aujourd'hui déjà nous souffrons de la corruption qui est endémique. Mais les sources de la corruption, elles sont bien connues. Elles viennent d'où? Quelles sont ces sources? C'est toujours lié à l'argent. C'est toujours lié à l'argent. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, même lorsque quelqu'un convoite un poste, c'est lié aux avantages qui sont adossés à ces postes-là. Donc, il faut que les gens reviennent aux fondamentaux. Et moi, personnellement, je trouve que ceux qui portent ces modifications, ces projets, moi, ils me confortent. Honnêtement, ils me confortent dans le sens de dire que effectivement, c'est des gens qui sont arrivés à leur limite objective. Ils ne peuvent plus rien proposer au pays et ils pensent que c'est en disant non, vous ne pouvez pas aller aux élections tant que vous n'êtes pas millionnaire ou milliardaire, qu'ils vont résoudre le problème. Le problème ne se résoudra pas de cette façon. Parce que là, on aggrave la corruption au sein de la politique. Voilà, on espère que vous allez avoir l'occasion, puisque, encore une fois, c'est quand même des propositions de révision qui vont d'abord, en tout cas selon les informations qui ont circulé, être soumises au niveau du Conseil de dialogue politique qui regroupe donc la classe politique. Certainement que vous aurez l'occasion là-bas d'aller le défendre. Et on espère... Nous, on est encore indépendants. Le parti toujours... Oui, on est indépendant parce que quelque part, il y a aussi le blocage. Le clivage opposition non aligné qui fait que vous n'allez pas participer. Même pas ça, vous savez, déjà, il y a des problèmes de ce genre, comme je l'ai dit, sur l'ancienne charte même. Est-ce que les gens se sont montrés capables de respecter ce qui est contenu? Nous sommes une structure politique. Après les élections, on ne peut pas continuer à exister sans formaliser. On a décidé d'aller vers la formalisation parce que nous sommes dans un état quand même, il faut, quels que soient les clivages, il faut respecter les procédures. Nous avons respecté les procédures aujourd'hui, ça fait à peu près un an qu'on a déposé et l'autorité compétente n'a que 3 mois pour vous délivrer l'arrêté de reconnaissance. C'est ce que dit la charte. Mais vous voyez, l'administration est incapable de respecter la charte. Maintenant, on pense que non, il faut même aller au-delà en alourdissant, si vous voulez, les critères, des critères totalement impertinents. Parce que moi, je l'ai dit, si on doit faire une enquête de moralité, il faut aller dans le sens de faire des réformes pour des questions éthiques. C'est ça. Presque toute la classe politique là, en tout cas les grands ténors là, mais elle va être disqualifiée. Merci beaucoup Nassirou Bodo, secrétaire à la communication du mouvement politique indépendant Tous pour la République, le TPLR Al-Kibla. Merci vraiment d'être passé et échanger avec nous sur cette actualité des réformes des différents textes électoraux, mais aussi de votre formation politique à qui nous souhaitons bon vent avec tout ce que vous portez comme idée et puis valeur. Merci en tout cas aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition qui s'achève ici. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.